Bonjour. L'effet Clinton touche l'heure de vérité. Notre invité du jour a 41 ans, 5 ans de moins que le futur président des États-Unis. Monsieur Bayrou, bonjour. Vous êtes agrégé de lettres, vous avez été professeur dans plusieurs lycées de Pau avant d'entrer dans la politique. Une entrée qui s'est faite en 2 temps. Hein. D'abord du cabinet ministériel, avec messieurs Méhaignerie, Poher, Fimelin, dans l'ordre, le ministère de l'Agriculture, le Sénat et le Parlement européen. Et ensuite, alors, il y a 6 ans, l'entrée par la grande porte lorsque vous êtes devenu député des Pyrénées-Atlantiques en 1986. Votre ascension a été rapide, très rapide même. Aujourd'hui, vous êtes président du Conseil général de votre département. Vous êtes vice-président du CDS et secrétaire général de l'UDF, c'est-à-dire numéro 2, juste derrière M. Giscard d'Estaing. Alors, l'actualité n'est pas avare de thèmes de réflexion cette semaine, qu'il s'agisse de la crise ouverte en Europe par les négociations du GATT, des rebondissements de l'affaire du sang contaminé, du discours prononcé jeudi soir à Carmaux par le président de la République et de la présentation de votre propre programme de gouvernement, enfin du programme de gouvernement de l'UDF cette semaine. Alors, nous parlerons de l'actualité du moment avec Albert Duroy, puis de l'après-mars avec Jean-Marie Colombani. Monsieur Mitterrand a rappelé à Carmaux que rien n'était joué d'avance, mais quand même, il y a de bonnes chances que vous remportiez les législatives et que l'un des vôtres s'installe en avril à l'hôtel de Matignon. Alors, comment les choses se passeront-elles avec le président de la République ? Comment se passeront-elles avec vos alliés du RPR avec lesquels vous n'avez toujours pas réussi à élaborer un programme commun de gouvernement ? Eh bien, vous le direz à Jean-Marie Colombani. Et puis, nous parlerons de façon un peu plus détaillée de l'un des points de votre programme, les remèdes à apporter à l'éducation nationale et à la crise qu'elle traverse. La question sera au centre de la campagne des législatives, comme elle l'a été aux États-Unis pour l'élection présidentielle. Vous avez été professeur, vous avez 6 enfants. Vous avez écrit un livre intelligent sur la question, La décennie des malappris, publié en 1990 chez Flammarion. Benoît Praud, rédacteur en chef du magazine L'Étudiant, vous fera passer l'oral en fin d'émission. On commence tout de suite par Albert Duroy. Bonjour M. Bayrou. Bonjour. Sur les négociations sur le commerce international, qu'on appelle donc les négociations du GATT, la France, par la voix de son gouvernement, vient de refuser l'accord qui a été conclu entre les États-Unis et les commissaires européens. Est-ce que vous approuvez ce refus ? J'approuve ce refus, mais je n'approuve pas les conditions, la démarche qui ont fait que nous nous trouvons aujourd'hui isolés. En réalité, nous sommes dans un mot sur la démarche et après on revient rapidement au refus, parce que c'est ça qui est l'actualité. En réalité, non, un mot sur la situation, si vous voulez bien. Nous sommes dans une double impasse. Nous sommes aujourd'hui acculés à choisir entre 2 crises, soit une crise européenne, soit une crise agricole. Nous sommes acculés ou bien à abandonner nos agriculteurs ou bien à abandonner la solidarité européenne. Et ceci est une faute de démarche, de négociation de la part du gouvernement français. Et donc, les responsables de cet échec, c'est évidemment le gouvernement français. Bon, alors, on peut regretter ce qui a conduit la France devant ce dilemme, qui est un dilemme impossible, mais bon, le résultat est là, on y est. Alors, c'est exactement comme si vous disiez, on peut regretter les raisons qui ont fait que nous sommes à Waterloo, mais bon, on y est. Oui, nous sommes à Waterloo. Et alors, il faut poser la question, tout de même, une seconde, des responsabilités. Aujourd'hui, il n'y a pas, me semble-t-il, d'autre choix que de dire non, que d'opposer notre droit de veto. Donc on choisit si les choses n'évoluent pas. Mais on n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas trahir une 2e fois les agriculteurs français. Enfin, il faut se remettre en mémoire ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé est très simple. Pendant 2 ans, le gouvernement français nous a dit « nous ne signerons pas l'accord sur la réforme de la PAC tel qu'il est ». Ils l'ont dit à tous leurs interlocuteurs. Et puis un jour, sans débat au Parlement, sans en parler à qui que ce soit, sans avertir les agriculteurs français, ils ont signé la réforme de la PAC. Et la très grave erreur est de ne pas s'être assuré que cette réforme de la PAC n'allait pas entraîner n'allait pas nous mettre en situation de faiblesse supplémentaire par rapport au GATT.
Il aurait fallu être assuré, certain, que les concessions, nous les avions déjà faites, qu'après la première vague de concessions, il n'allait pas y en avoir une seconde. Aujourd'hui, les agriculteurs français découvrent avec stupéfaction que la viande bovine, le lait, pardonnez-moi, c'est une seconde, le président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui pense aux agriculteurs des Pyrénées-Atlantiques, la viande bovine, le lait, se trouve en situation d'avoir à consentir des sacrifices nouveaux. Eh bien, cela est inacceptable. On ne peut pas faire autrement que de dire non, mais il faut mettre en cause la responsabilité de ceux qui nous ont conduits dans cette impasse, dans cette double impasse. Aujourd'hui... Il faut traduire M. Mermaz à haute cour, comme le demandent certains manifestants paysans? Non. Bon. N'exagérons pas. Gardons de la modération à l'égard des hommes. Cependant, M. Mermaz porte une responsabilité politique très importante. Bon, et le gouvernement autour de lui. Revenons à une question qui va vous être posée, à vous, députés, mercredi, débat au Parlement annoncé par le Premier ministre, et vous le savez déjà, il l'a dit, le Premier ministre demandera que la position, le refus de la France face à cette négociation, ce soit une position non pas du gouvernement, mais de la France tout entière, représentée par les principales formations politiques. Est-ce que, devant une situation difficile, grave, est-ce que cette union sacrée vous va? Nous le soutiendrons dans ce refus, mais nous ne l'exonérerons pas des responsabilités qui sont les siennes. Vous le soutiendrez dans ces refus? Est-ce que ça peut se traduire par un vote unanime ou quasi unanime à l'Assemblée nationale? Moi, je pense que oui, mais je ne connais pas encore les textes, les positions qui vont nous être présentées. Ce qu'il faut demander aujourd'hui au gouvernement français, c'est de bien vouloir nous dire et dire aux agriculteurs quelles sont les perspectives. Car dire non, ça ne suffit pas. J'allais y venir. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce non? Qu'est-ce qu'on va proposer? Qu'est-ce qu'on veut obtenir pour la PAC? Est-ce qu'on demande une renégociation du GATT, qui, je vous le rappelle, touche l'ensemble du commerce mondial avec 108 pays? Est-ce qu'on demande une renégociation du GATT ou est-ce qu'on demande une renégociation de la PAC? Et quelles sont les concessions qu'on veut obtenir? Il faut que le gouvernement nous indique, et pourquoi je ne peux pas vous dire quel sera notre vote, il faut que le gouvernement nous indique quelles sont les perspectives de son refus. On dit en général que la partie agricole de ces négociations représente à peu près 10% du total. Et voilà pourquoi Est-ce qu'on va condamner à la guerre commerciale les 90% restants au nom de l'agriculture? Vous êtes en train de décrire très exactement la faute grave de négociation que le gouvernement a faite. Il nous a laissé isolés et il a laissé isoler l'agriculture par rapport au reste. Il aurait fallu éviter ce double isolement et je puis vous assurer que des responsables précédents, Meignery ou Giscard, ne l'auraient pas fait. Est-ce que tout le monde, depuis 30 ans, n'isole pas l'agriculture dans la simple mesure où, vous en êtes une illustration, vous êtes libéral, vous défendez des thèses libérales, est-ce que l'agriculture ne vit pas en France depuis très longtemps grâce à un protectionnisme de tous les instants qui est tout à fait contraire à la théorie libérale? Pardonnez-moi, François-Henri de Virieu est un spécialiste agricole, tournez-vous vers lui, il va vous dire une chose simple, Toutes les agricultures du monde, toutes les agricultures du monde vivent avec des aides. Et il faut pas en sortir. Le libéral que vous êtes ne dit pas il faut petit à petit en sortir. Je dis il faut en sortir de manière progressive et sans sacrifier les agriculteurs français. Et c'est tout l'enjeu. Il y a eu des négociations agricoles entre 1974 et 1981. Il y a eu des difficultés de cet ordre. Est-ce que vous vous souvenez que nous nous soyons trouvés isolés de cette manière? Pas une fois. Vous ne pouvez pas citer un seul exemple. Eh bien, tout ça, ça prouve Entre-temps, les thèses libérales dans le monde ont quand même bien progressé. Cela prouve qu'il y a des responsabilités très importantes. On est devant un problème très grave posé, non pas tellement aux hommes politiques, il va être posé dans leur vie aux agriculteurs français. Et leur vie est déjà tellement difficile, qu'on n'a pas le droit... On n'aurait pas dû avoir le droit de les mettre dans cette situation-là. Vous êtes convaincu d'être en situation de leur donner satisfaction au lendemain de mars? Ce sera extrêmement difficile. Bon, deuxième sujet d'actualité, la Haute Cour de justice qui va théoriquement, si la procédure judiciaire aboutit, se réunir dans l'affaire de la contamination du sang. Est-ce que vous partagez la position du président de votre groupe parlementaire, Charles Millon, qui regrette que l'ancien Premier ministre Laurent Fabius ait été associé par les sénateurs aux deux autres ministres responsables de la santé? Nous avons dit, avec Jacques Barrot et avec Charles Millon,
qui sont présidents des deux groupes UDF à l'Assemblée, nous avons dit que les responsabilités, j'ai moi-même fait des déclarations sur ce sujet, que les responsabilités de Laurent Fabius étaient moins directes que celles des deux autres ministres. Pourquoi ? Ça mérite qu'on y revienne une seconde, parce qu'il n'y a pas une affaire du sang, il y a deux affaires du sang. Il y a une affaire du sang d'un degré de gravité probablement jamais atteint, c'est l'affaire des hémophiles. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, les hémophiles sont atteints par une maladie qui empêche la coagulation du sang. Ils ont une vie qui était vraiment absolument presque impossible. Ils ne pouvaient pas se laver les dents, etc., parce qu'il y avait des hémorragies tout le temps. Et on découvre, il y a plusieurs années, un facteur de coagulation qu'on peut injecter, qui s'appelle le facteur 8. Pour fabriquer ce facteur 8, il faut mélanger, écoutez bien, 5000 poches de sang qu'on brasse et dont on extrait le facteur 8. Ce qui fait que, lorsque une poche est contaminée sur 5000, l'ensemble des 5000 se trouve atteinte par le virus. On savait donc qu'il y avait 100% des produits qu'on vendait qui apportaient le mal, qui apportaient le sida. 100%. Il n'y avait aucune espèce de chance qu'on puisse en sortir. Et malgré cette certitude scientifique, qui est acquise depuis 18 mois au moment des faits, mais en tout cas depuis le début de l'année 1985, malgré cette certitude, la décision est prise de repousser l'introduction des produits chauffés dans lesquels le virus est inactivé à octobre 1985. Et elle est prise par qui ? Eh bien, je vous ai apporté l'arrêté ministériel au journal officiel. Je lis les premières lignes. Le ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale et le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires sociales, c'est-à-dire Madame Dufoy et Monsieur Hervé, arrêtent et ils décident, vous avez le texte là, ils décident de reporter au 1er octobre la distribution des produits chauffés. Leur responsabilité est directement engagée. Ensuite, il y a une deuxième affaire. Sur cette première affaire, les laboratoires Mérieux, eux, ont continué à vendre le facteur 8 plus tard. Donc, je veux dire qu'il y a des gens qui savaient, et c'est pas pour ça qu'on a pris des décisions. Eh bien, il y a faute. D'accord. Si c'est vrai, il y a faute. Rapidement, parce que... Oui. Deuxième affaire, qui est celle de Laurent Fabius, mais où il n'est qu'indirectement en cause. C'est une affaire très simple. On a retardé de plusieurs semaines les tests de contamination. C'est-à-dire, vous savez que tous les donneurs de sang ont fait un test pour savoir si ils ont ou non le virus du sida, ils sont ou non porteurs du virus du sida. On a retardé de 6 semaines sous la responsabilité de M. Gros, qui était le conseiller de M. Fabius, et au nom de M. Fabius, le professeur Gros. Du professeur Gros, on a retardé de plusieurs semaines la généralisation du test. Pourquoi ? Parce que le test français n'était pas encore prêt, et donc pour des raisons économiques. Absolument. Voilà donc les deux affaires et les deux responsabilités. Il faut dire que M. Fabius, à partir du mois de juin, c'est-à-dire assez tôt, a changé la décision qui avait été prise par le professeur Gros. Cela dit, pendant quelques semaines, sa responsabilité est indirectement en cause. Voilà pourquoi on n'a pas du tout le même niveau de responsabilité. Un mot encore là-dessus avant de passer à autre chose. En prenant comme hypothèse que la phase juridique, l'instruction faite par des magistrats de la Cour de cassation, ou que la phase politique, c'est-à-dire le jugement par la haute cour, aboutissent à l'équivalent, je ne sais pas comment ça s'appelle en termes de haute cour, l'équivalent d'un non-lieu en ce qui concerne l'une des personnalités politiques ou les trois. Est-ce que, d'avance, vous dites, ce sera une décision que je respecterai et que je ne critiquerai pas ? Je respecte d'avance, évidemment, cette décision comme les autres. Cela dit, je viens de dire qu'il y avait, à mon avis, une nette différence de degré dans la responsabilité entre les uns, Madame Dufoy et Monsieur Hervé, et l'autre, Monsieur Fabius. Et ça ne m'en met que plus à l'aise pour dire à quel point un grand nombre d'entre nous ont été, j'allais dire, bouleversés, profondément choqués par la déclaration, à mes yeux, indigne du président de la République, qui a dit à Carmaux, dans un discours destiné à remobiliser l'électorat socialiste, c'est son affaire, ça n'est pas la mienne, il a dit qu'il y avait là
une recherche d'affaires Dreyfus. Alors si les mots ont un sens, et pour M. Mitterrand, les mots ont un sens, il est pétri d'histoire, ça veut dire, en faisant référence à l'affaire Dreyfus, que l'on poursuit un innocent parce qu'il est juif. Parce qu'il est juif. Eh bien, moi qui abomine l'antisémitisme, pour des raisons qu'on n'explique généralement pas à la télévision, qui abomine cet antisémitisme-là, je dis que M. Mitterrand recherche une diversion par des moyens indignes. Je ne connais personne parmi les hémophiles, parmi les associations, personne parmi les hommes qui réfléchissent à cette si douloureuse question, qui ait eu une seconde à l'esprit les origines prétendues ou réelles de M. Fabius dans cette affaire. Chaque fois que M. Mitterrand est en situation difficile, chaque fois, il remet sur la table des problèmes de division et de diversion. Eh bien, parler d'antisémitisme à propos de cette affaire-là, c'est une honte. C'est une honte. Je n'aurai pas le temps d'aborder les affaires politiques, je vais laisser ça à mon ami Jean-Marie Colombani après. Je vais continuer sur les questions d'actualité, il y en a une troisième. Le verdict du procès de Reims, la boulangère acquittée après avoir tué quelqu'un, un jeune qui avait, avec d'autres, envahi son magasin. Est-ce que ce verdict d'acquittement vous a troublé ? Je me suis dit que si j'avais été à la place des victimes et de ses proches, j'aurais été bouleversé, mais on met des jurys populaires. On décide depuis longtemps qu'il y a des cours d'assises en France. Je vous l'ai dit tout à l'heure à un autre propos, pour le respect des décisions de justice. Alors, est-ce que, à votre place la semaine dernière, le président de l'Assemblée nationale, dans des termes sur ce plan-là très modérés, a dit qu'il faut quand même entamer une réflexion sur le fonctionnement des jurys populaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration ? Il faut réfléchir à ce problème. Non. Je suis favorable au maintien des cours d'assises. Et je suis favorable au maintien des jurys populaires. Parce qu'il y a bien des problèmes sur lesquels on essaie toujours de parler à la place du peuple. Et comme si on voulait dissoudre le peuple. Le peuple ne satisfait pas ceux qu'il dirige. Eh bien, moi, je trouve qu'on a raison de mettre des jurys populaires et on n'a pas raison de ralentir les enquêtes et d'empêcher ces jurys de s'exprimer. Je pense à une autre boulangère qui, elle, a été assassinée, qui a été victime. Elle sort dans la rue, elle voit des voyous en train de molester son fils hémiplégique, paralysé, qu'ils avaient pris comme souffre-douleur. Elle sort, c'est elle qui se fait battre, et elle en meurt. Rien n'a été fait sur ce sujet. Mais le traumatisme provoqué dans les banlieues par ce procès ne vous inquiète pas, par ce verdict ? Je le mesure. Je le mesure, il m'inquiète, mais nous avons en France des lois, une justice, eh bien il faut les respecter. Merci Albert Duroy. On enchaîne avec Jean-Marie Colombani, mais vous venez tout de même de dire votre répulsion pour l'antisémitisme, et vous avez dit pour des raisons qu'on n'aborde généralement pas à la télévision. Vous pouvez en dire plus ? Monsieur de Virieu, je crois à un Dieu qui a avec les Juifs une histoire d'amour et de douleur de maintenant, je ne sais pas, 33 siècles. Il les a d'abord choisis pour leur donner la loi et l'alliance, et puis il a fait naître en leur sein Jésus de Nazareth. Et à cause de ces deux choix de Dieu, ils ont beaucoup reçu et ils ont beaucoup souffert, ce qui fait que ils sont des étrangers absolus, mais pour moi, ils ne sont pas des étrangers. Jean-Marie Colombani. Et on va faire un peu de politique, mais avant, M. Bayrou, je voulais revenir d'un mot sur la dernière question d'Albert. Il ne vous a pas échappé malgré tout qu'en France, il y a une anomalie juridique qui est que les cours d'assises, les décisions des cours d'assises ne sont pas susceptibles d'appel, ce qui est quand même quelque chose d'assez aberrant. Ça n'entre pas dans les projets de l'opposition de remédier à cela. À mon avis, mais il y a dans cette salle des spécialistes de ce projet de justice plus important que moi. Je pense que nous n'avons pas envisagé cela parce qu'il y a, dans la notion même de jury populaire, il y a cet abandon que le pouvoir
fait au peuple d'avoir à juger à partir d'un certain degré de gravité. Bien, l'échéance politique qui est devant nous, c'est bien sûr législative, on va en dire un mot, mais c'est aussi l'éventualité d'une cohabitation. Alors je voulais savoir comment vous-même vous abordez cette échéance. Est-ce que vous pensez qu'elle est normale, naturelle, inévitable? Et si oui, comment gérer? D'abord, il y a des éléments nouveaux. Je veux dire, pour ceux qui en doutaient encore, M. Mitterrand s'est situé cette semaine à Carmaux. Il s'est situé comme le chef de guerre de son clan, comme le chef du Parti socialiste qu'il a cherché à mobiliser pour qu'il mène la bataille des élections. On était nombreux à ne pas avoir de doute sur ce sujet. Alors ça, c'est votre analyse. Quelle conclusion en tirez-vous? La conclusion que j'en tire, c'est la même depuis longtemps. Je n'en ai jamais changé. C'est celle qu'avec Raymond Barre, nous développions en 1986 et qu'il a développée hier encore dans Le Monde. Absolument. Il n'y a pas, on ne peut pas, lorsqu'on est président de la République, qu'on a inspiré la politique suivie pendant 12 ans, on ne peut pas se sentir à l'abri de la sanction que le peuple apporte à cette politique-là. On est forcément atteint, on est forcément en cause. Bon. Et donc, le président de la République doit, à nos yeux, se sentir responsable de la politique menée. Je reviendrai une seconde sur ce mot, responsable de la politique menée, et doit en tirer les conclusions. Oui, au fond, pardonnez-moi, je voudrais lier en une réflexion. Quel est le mal français? Et je crois que vous venez de le dire vous-même dans un très beau livre que vous avez écrit sur ce sujet. Quel est le mal français? Au cœur de tous les problèmes que nous évoquons et qui paraissent distincts les uns des autres, il y a un facteur commun, il y a un virus commun. Et ce virus, c'est l'irresponsabilité. Les gens font des choses, elles ont des conséquences douloureuses ou dramatiques, et ils s'estiment ne pas être liés par les responsabilités qu'ils ont prises. Ils se sentent à l'abri de toute sanction. C'est la même chose, si vous y réfléchissez bien, c'est la même chose pour les très douloureuses affaires que nous venons de voir, et pour l'attitude que M. Mitterrand a choisi de prendre. Je ne suis pas en cause, je suis à l'abri de la sanction que je vais recevoir du peuple. Cela dit, les institutions organisent l'irresponsabilité du président de la République, ça c'est une chose que vous savez. Et deuxièmement, apparemment, d'après ses déclarations, il n'a pas du tout l'intention de partir après les législatives. Donc il va bien falloir que vous acceptiez sa présence. Eh bien, parce que l'UDF n'est pas composé de putschistes. Il est possible que nous ayons à l'accepter, mais autre chose est de s'en satisfaire. Je trouve qu'à tout le moins, nous devons, l'opposition, tous ensemble, considérer que ce n'est pas une donnée acceptable, considérer que ce n'est pas acquis, considérer qu'on a le droit de poser le problème devant l'opinion publique et non pas de s'en satisfaire à l'avance. Je souhaite que l'opinion publique française, les électeurs français et les hommes politiques français rappellent cette loi selon laquelle quand on sanctionne les exécutants, le gouvernement ou l'Assemblée, on sanctionne l'inspirateur. L'inspirateur, c'est M. Mitterrand. Il doit être au premier chef mis en cause par la sanction qui va être reçue. Cela dit, le président de la République donc, ne manifeste aucune intention de partir et il va bien falloir désigner un Premier ministre. Ce Premier ministre, à votre avis, est-ce qu'il devra sortir des urnes du mois de mars? C'est-à-dire, est-ce qu'il faudra qu'il nomme M. Giscard d'Estaing si l'UDF, votre mouvement, a plus de députés que le RPR, ou M. Jacques Chirac si le RPR a plus de députés que l'UDF? Et question subsidiaire, comment vous organisez-vous, vous, à l'UDF, pour avoir plus de députés que le RPR? Tout cela dépend, bien entendu, de la marge de la victoire, de l'ampleur de cette victoire. D'abord, s'il y aura victoire, moi je ne suis pas de ceux qui, à l'avance, indiquent que tout est joué, mais les sondages semblent le prouver. Donc, s'il y a victoire, et si cette victoire est très importante, encore une fois, je ne considère pas comme acquis que M. Mitterrand reste. Je pose, il me semble que l'opposition doit poser la question, Raymond Barre l'a encore posé cette semaine, nous sommes nombreux à la poser, il n'y a pas, ce n'est pas joué à l'avance. Le peuple français peut dire par son vote qu'il considère qu'il faut maintenant ouvrir une page nouvelle. Il faut commencer un chapitre nouveau. Bien.
Cela dit, donc je reviens à ma question, parce qu'en tant que responsable politique, vous avez affaire à ces choses-là chaque jour. Comment faites-vous pour arriver devant le RPR? Est-ce que vous allez multiplier ce qu'on appelle les primaires dans les circonscriptions, ou bien est-ce qu'un état-major, vous et Alain Juppé, allez vous mettre d'accord pour qu'il y ait des candidatures uniques dans toutes les circonscriptions? Je vais peut-être Ou est-ce que la bataille existera entre le RPR et l'UDF? Je vais peut-être vous surprendre. Je considère que la question principale aujourd'hui n'est pas celle de la prééminence de l'UDF sur le RPR ou du RPR sur l'UDF. Vous nous surprenez quand même un peu. Ce n'est pas la question principale. Oui. Pardonnez-moi, c'est une question. Ouais. Ça fait toujours plaisir. On aime mieux être à la tête d'une formation victorieuse que d'une formation qui arrive seconde. C'est évident. Surtout qu'on a le Premier ministre, comme vient de le dire Jean-Marie Colombani. Pardonnez-moi, c'est une question accessoire. La question principale, c'est que les Français qui sont complètement... Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Peut-être à Paris, on s'en rend moins compte. Mais les Français qui sont profondément découragés, et je dirais presque désespérés, en réalité, ils ne croient pas que ça va changer en mars. Ils croient que les hommes vont changer. Mais je ne suis pas persuadé qu'ils croient que la politique va changer. On va venir sur la politique, et que leur sort personnel. Mais d'abord, je voudrais qu'on évacue ces questions qui sont quand même importantes. Je vous dis, la question principale, c'est que nous fassions partager aux Français l'idée que quelque chose peut changer en bien pour eux. Ce n'est pas seulement le jeu, l'équipe qui est au pouvoir, savoir quel état-major, si c'est Juppé ou moi qui remportons la victoire. Quelque chose changera en mieux s'ils élisent plus de députés UDF ou bien s'ils donnent la prime au RPR. Pour qu'ils croient que quelque chose va changer en mieux, il faut d'abord que nous soyons unis. Et il y a un signe extrêmement simple d'union, c'est que nous réussissions à présenter un candidat commun dans chacune des circonscriptions françaises. Vous imaginez, qu'est-ce que... Actuellement, il y a plutôt plus de signes de désunion que d'union. Hein, vous dites cela, et j'appelle à l'inverse. Qu'est-ce que les Français diraient si les écologistes arrivent à s'entendre pour avoir un candidat commun dans chacune des circonscriptions, et si nous en étions incapables? Donc, l'accord que nous avons signé depuis longtemps, et l'accord que nous respecterons, je le crois, c'est que nous aurons des candidats communs dans l'immense majorité des circonscriptions françaises. Qu'est-ce que ça veut dire, l'immense majorité? 90% des circonscriptions françaises. Raisonnement qui est valable après pour l'élection présidentielle, où là, vous serez d'accord, parce qu'il y a eu une déclaration de Valéry Giscard d'Estaing qu'on ne peut pas laisser de côté. Oui. Pour que les gens pensent que quelque chose peut changer, il faut que nous leur montrions que nos rivalités intérieures ont moins d'importance pour nous que leur sort, que nous nous occupons d'abord d'eux. Et ils ont envie de cette union-là. Voilà. Mais alors concrètement, vous vous doterez aussi d'un candidat unique à l'élection présidentielle, si j'en crois Valéry Giscard d'Estaing. Donc vous allez organiser des primaires. Nous avons signé cet accord depuis longtemps. Cet accord, ça doit être des... c'est très important. Beaucoup de gens parlent des primaires qui n'y croient pas. Et moi j'y crois, à vrai dire. Et moi j'y crois. J'y crois de manière simple parce que je pense que ça n'intéresse pas que l'opposition. Ça intéresse les écologistes qui ont à choisir entre Lalonde et Wechter. Ça intéressera les socialistes demain qui ont à choisir entre Delors, Rocard ou un troisième. Ça peut intéresser l'ensemble des grandes formations politiques françaises. Et c'est une démarche qui consiste à dire ce choix si important de l'homme que nous présenterons aux élections, nous n'allons pas le faire dans un couloir d'appareil, d'alliance des uns contre les autres, comme au Congrès de Rennes. On ne va pas faire de manœuvre autour de ça. On va confier le choix aux Français. Et pour ça, il faut qu'on ait une procédure honnête, loyale et possible. Il faut qu'on ait une loi, surtout. Il faut qu'on ait une loi. Et je me réjouis de vous entendre, François-Henri de Virieu, reprendre une idée que j'ai le premier avancée et pour laquelle je me suis fait exécuter, l'espace de 24 heures, qui est qu'en effet, il y a aujourd'hui des dispositions législatives qui interdisent des primaires et il faudra donc une loi qui ouvre cette possibilité à toutes les grandes formations politiques françaises. Ça, vous aurez sans doute tout loisir de le faire. Un mot encore pour en terminer sur ce sujet. Naturellement, vous, le secrétaire général de l'UDF, votre candidat, c'est Giscard. Ou alors, si ça n'est pas Giscard, dites-moi qui c'est. Parce que comment concilier cela, d'ailleurs, avec ce que disait François-Henri en commençant l'émission, l'effet Clinton?
où est l'effet Clinton là, Le candidat à quelle élection? À l'élection présidentielle. Mais écoutez, vous parlez d'une élection qui n'est absolument pas ouverte. Moi, le jour où l'élection présidentielle sera ouverte, elle est dans tous les esprits. Je n'aurai qu'une ligne. Vous souhaitez que François Mitterrand s'en aille, donc vous avez bien ça en tête. Très bien. Je n'aurai qu'une attitude. Je choisirai celui qui est le meilleur pour la fonction. Et au fond, quand je regarde l'histoire, après tout, on a le droit aussi de regarder l'histoire, même quand on a 5 ans de moins que le nouveau président des États-Unis d'Amérique est un adolescent, comme chacun sait. On a le droit un peu de s'interroger. Winston Churchill, quand je me demande s'il a été meilleur Premier ministre quand il avait 40 ans ou quand il en avait 60 et quelques, je me dis que je le préfère la seconde fois que la première. Et je ne sais pas si je suis tout seul parmi les quadragénaires à imaginer cela, mais je pense que l'expérience, ça compte aussi. Voilà qui va faire plaisir à Giscard. Bon, on va... C'est pas spécialement fait pour lui faire de la peine entre nous. Donc... Allez, Jean-Marie Colombani. On va en venir sur votre programme. Il y a évidemment plein de choses. Je vais essayer de limiter à quelques points centraux. Bon, quand on regarde le programme que vous avez co-signé avec Alain Juppé, il y a plus pour la justice, plus pour la défense, plus pour l'espace rural, plus pour les professions de santé et moins pour les impôts. Alors, je ne vais pas vous demander comment vous faites, évidemment, pour dépenser plus d'un côté et avoir moins de recettes de l'autre. Je voudrais me concentrer sur 2 aspects. L'impôt sur le revenu. Quelles sont vos propositions en matière d'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune? Qu'est-ce que vous faites de l'impôt sur la fortune? L'impôt sur la fortune, à mon avis, on n'y touche pas. Cela dit, il y a des propositions dans nos rangs ou au sein du RPR pour qu'on prenne en compte la résidence principale, le quotient familial, etc. Mais ça a une telle charge symbolique que je considère que ce n'est pas du tout parmi les urgences qu'on y touche. Quant au second sujet, je ne sais pas si vous avez lu un autre très beau livre qui vient de sortir, qui est le livre de Jean-François Revel, contre le présidentialisme à la française. Et il dit, si vraiment on continue à expliquer qu'on ne peut pas dépenser mieux en France, alors on continuera à augmenter tout le temps les impôts. Nous avons le devoir de faire les 2 choses à la fois. Dépenser moins et dépenser mieux, ou bien dépenser moins parce qu'on dépensera mieux. Il y a des tas d'administrations qui sont complètement absorbées par leur poids, leur dimension, leur taille. Savez-vous qu'en France, nous allons parler d'éducation dans une seconde. François Bayrou, savez-vous qu'un président d'université... Je l'ai interrogé sur la recette. Je vous dis un exemple simple. Un président d'université en France ne peut pas acheter pour son université une voiture de plus de 5 chevaux sans obtenir une autorisation ministérielle. Voyez ce que ça représente comme lettres, secrétariat, fonctionnaires qui s'interrogent sur... Vous allez développer tout ça à l'instant. Ah non, non, c'est la même chose. Mais revenons sur la recette. Sur la recette, vous savez bien qu'il y a un débat. Il y a des gens qui, à droite, disent eh bien, on va baisser simplement le taux supérieur d'impôt sur le revenu, 58%, on va le ramener à 50%. Il y en a d'autres, comme Raymond Barre, qui disent attention, il faut refondre l'impôt sur le revenu et élargir son assiette, c'est-à-dire faire en sorte que des gens qui, aujourd'hui, ne paient pas l'impôt sur le revenu, le payent. Alors, quelle est votre position à vous? Alors, moi, j'appartiens plutôt à la deuxième école. Qui veut élargir l'assiette. C'est-à-dire, je pense qu'il faut refondre l'impôt sur le revenu. Il y a trop peu de Français qui le paient. Donc, il faut que les petits revenus le payent. Non, ça n'est pas les petits revenus. Si, c'est quand même ça, on élargit vers le bas. Il faut une charge faible sur un très grand nombre de gens. Mais je vous dis là une position personnelle parce que nous avons débat sur ce sujet et nous arrêterons notre position. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'un peu inexact. Vous avez dit qu'on n'avait pas réussi à se mettre d'accord. C'est pas vrai. Nous avons choisi un calendrier. Je l'ai pas su, pardonnez-moi. Nous avons choisi un calendrier dans lequel nous arrêterions notre plateforme à la fin du mois de décembre pour l'adopter en janvier. Et donc, c'est un calendrier, c'est pas un contenu. Je pense qu'il faut que beaucoup de gens paient moins, paient peu. Beaucoup de gens paient peu, plutôt que d'avoir un très petit nombre de gens qui sont écrasés par l'impôt. Voilà. Un mot encore. Déjà, dans l'opposition, il y a des gens qui jugent que l'effort social, la dimension sociale, n'existe pas dans ce programme. Je pense à Charles Pasqua et Philippe Séguin.
Comment Eh bien, c'est qu'ils n'ont pas lu le programme de l'UDF qui porte comme titre un nouveau pacte social. Oui, mais et qui, à l'intérieur, social, mais... vous l'avez peut-être lu dans les journaux spécialisés, qui s'étonnaient que nous puissions avoir mis à ce point au premier rang de nos responsabilités, dans ce texte qu'Alain Madelin a présenté, avoir mis autant l'accent sur le social. C'est pour une raison simple, la société française est coupée en deux. Et il faut la recoudre, la reconstituer. Bien. Merci Jean-Marie Colombani. On enchaîne avec Benoît Praud, rédacteur en chef du magazine L'Étudiant, sur un volet important de votre programme qui est l'éducation, la formation. Benoît Praud. Monsieur Bayrou, j'ai relu votre bouquin avant de venir pour préparer cette émission et j'étais frappé de la sévérité... Dont on rappelle le titre, la décennie des mal-appris. 1990-2000, donc on parle en fait des gens qui viennent de rentrer en 6e et qui passeront le bac en l'an 2000. Moi j'étais frappé de la sévérité de votre constat sur le système éducatif actuel. À vous écouter, il est inefficace et en plus de ça, il est injuste. Et je pense que si vous aviez à le noter, vous ne mettriez pas la moyenne, c'est évident, et l'appréciation serait quelque chose comme peut beaucoup mieux faire. D'où ma première question toute simple, qu'est-ce qui ne marche pas dans l'école aujourd'hui en France? Oh, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il y a au moins 3 ou 4 choses qui ne marchent pas. Ce qui ne marche pas, c'est l'acquisition des bases. La lecture, l'écriture, ça ne marche pas. Ça, c'est très chevènementiste comme propos. Non, c'est républicain, c'est élémentaire, appelez ça comme vous voulez, c'est vrai. Deuxièmement, ce qui ne marche pas, c'est la culture. La culture qui est une dimension essentielle de la vie des hommes, ça ne marche pas. Troisièmement, le métier ne marche pas. On ne donne pas de métier à l'école, ou plus exactement, quand on sort de l'école, on a beaucoup de mal à acquérir un métier. Et quatrièmement, ce qui ne marche pas, c'est l'orientation. On ne peut pas développer ses capacités. Alors je reviens au plus grave. J'ai dit ça par ordre hiérarchique. Je reviens au plus grave. Ce qui ne marche pas, ce sont les bases. Je vous ai apporté un document officiel. Voilà. Ce document officiel, c'est le bilan par la Direction nationale de l'évaluation du ministère sur les connaissances des petits Français à la fin de la 5e. Comparé aux connaissances des mêmes petits Français 2 ans avant, à la fin du CM2, les mêmes, mesurés au CM2, mesurés 2 ans après, à la fin de la 5e, et je vous lis le premier paragraphe du bilan. Il existe par rapport à la fin du CM2, globalement une progression, 2 ans, globalement une progression, la moindre des choses. Celle-ci toutefois, écoutez bien cette phrase, c'est la première, est relativement faible en lecture, également peu importante pour la résolution de problèmes en mathématiques, elle est nulle en orthographe et on observe une baisse du taux de réussite aux opérations qui étaient communes aux 2 niveaux. Ça veut dire, simplement, si cette phrase a du sens, et c'est encore une fois la direction du ministère qui l'a faite, qu'entre la fin du CM2 et la fin de 5e, les petits Français ont plutôt reculé. Si vous trouvez que ça vaut la moyenne et une estimation flatteuse, je suis sûr alors, que... qu'est-ce qu'on fait? Attendez, avant, une question complémentaire sur le constat. Qu'est-ce qu'on risque? Vous avez appelé votre bouquin « La décennie des mal-appris ». Vous vous êtes beaucoup intéressé à l'illettrisme et vous savez mieux que personne que, grosso modo, 30% des Français ne savent pas lire, ne savent pas écrire, ne savent pas compter. Donc que l'école, effectivement, pour eux, a été totalement inefficace. Le risque, ce que vous appelez le risque des mal-appris ou le risque américain, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe si on continue? C'est très simple, c'est ce que nous avons sous les yeux. Vous savez qu'on a beaucoup fait de commentaires autour des résultats du référendum, de la coupure de la France en 2, et je ne parle pas politique là, je parle de la société française. Il me semble qu'il y a, je ne le rapporte pas du tout au résultat du référendum pour moi, mais il me semble qu'il y a dans la société française, pour simplifier, une moitié qui suit et une moitié qui ne suit pas. Et je crois que la rupture entre les deux, et peut-être même un jour l'affrontement entre les deux, est un véritable risque. Il y a à cela des raisons qui tiennent à la politique générale. Le monde rural, les vallées pyrénéennes sont des lieux abandonnés. Ça tient à la politique générale. Il faudra faire de l'aménagement du territoire selon une manière différente et donner à ces gens le sentiment qu'ils ont un espoir. Mais il y a, dans les villes, même les plus riches, des gens qui ne suivent pas
parce qu'ils n'ont pas le niveau nécessaire. Parce que les problèmes dont on parle ne les concernent pas, parce qu'ils se sentent sans chance. Et ça, c'est la responsabilité de l'école. Vous avez dit tout à l'heure, elle est inefficace et injuste. Pour moi, il est encore plus grave, c'est vrai, pour moi, il est encore plus grave qu'elle soit injuste que inefficace. Alors, qu'est-ce que vous allez changer? Non, mais qu'est-ce que vous allez changer? Eh ben, on va essayer de changer ça. C'est très... Voilà les gens sont d'accord avec le constat. Voilà le sujet. Je ne sais pas si beaucoup de gens sont d'accord avec le constat. Voilà le sujet que nous allons traiter. Alors, nous allons nous intéresser à son efficacité et à sa justice. Eh bien, concrètement, il faut d'abord reprendre les choses à la base, à la racine, s'intéresser à l'école primaire, s'intéresser à la manière dont on apprend à lire à l'école primaire, et je vous assure qu'il y a beaucoup à dire et à faire, et accepter une démarche toute simple, qui est la démarche de responsabilité dont je parlais avant. Responsabilité en particulier des enseignants. Alors, est-ce que vous pouvez être très concret là-dessus? C'est à la base qu'il faut que ça change. Effectivement, l'une des idées les plus originales que vous développez, c'est l'idée, effectivement, on joue la carte des enseignants, on leur fait confiance, et on va, pour arriver à ce qu'ils aient enfin de la considération, non pas jouer sur les salaires, parce que les salaires, c'est pas l'essentiel, et en plus de ça, on n'en a plus les moyens, pour être très clair. Donc, on va jouer effectivement le fait qu'ils vont être fiers de leur travail, et pour ça, on va les évaluer systématiquement tout le temps. Voilà. Alors, soyez concrets, et comment ça va se passer? C'est très simple. On va essayer de mesurer, on va prendre, du moins je l'espère, ce qu'on commence à faire à l'heure actuelle, mais on n'en tire pas les conclusions. On va essayer de prendre 400 profs de maths qui ont la même classe. Et on va voir qui amène sa classe le plus loin. Ils ont des classes du même niveau, avec les mêmes problèmes. 400 classes de banlieue, ou 400 classes de centre-ville, ou 400 classes de campagne. Et on va voir qui va le plus loin. Et une fois qu'on saura qui va le plus loin, on demandera à celui-là de bien vouloir expliquer aux autres comment il fait. Car c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps. L'école, ça se passe dans la classe. Ça ne se passe pas dans cette immense architecture administrative. Ça se passe dans la classe. Donc, décentralisation, responsabilisation à la base, en bas, là où les élèves rencontrent des profs, des enseignants. Alors on va regarder par exemple, quelle méthode apprend le mieux à lire. Vous savez qu'il y a des débats théologiques depuis des décennies sur le fait de savoir si la méthode globale ou la méthode traditionnelle... Ou la semi-globale. Ou la semi-globale, qui est une globale qu'on déguise sous autre chose. Si ça marche ou pas. Pourquoi on ne mesure pas? Pourquoi on n'essaie pas de savoir concrètement, simplement, humblement? Vous voulez que je vous dise, moi, j'ai une vague idée, mais je n'ai pas de préférence. Ça m'est égal que l'une méthode marche ou l'autre pas. Ce que je veux, c'est que les enfants apprennent à lire. Et donc, décentralisation, responsabilisation, évaluation. Comment est-ce que vous le faites accepter ça aux enseignants, et notamment aux syndicats d'enseignants? Je suis persuadé que les enseignants savent aujourd'hui qu'une certaine époque syndicale est finie. Que l'époque où on s'opposait à tout, c'est fini. Que l'époque où on traduisait tout uniquement en termes de budget, c'est fini. Les enseignants, ils veulent s'investir. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de richesse en eux et qu'il y a beaucoup de travail chez eux. J'ai pas envie, oui, qu'il y a beaucoup de travail chez eux. Beaucoup d'entre eux qui ont trouvé des moyens originaux de transmettre ce qu'ils ont à transmettre et à qui personne ne s'intéresse jamais. Eh bien, je n'ai pas envie de faire une énième réforme contre les enseignants. J'ai envie que les choses changent avec eux. Alors vous jouez aussi les élèves et les parents. Bon. Vous jouez quand mais même aussi c'est l'enseignant qui est essentiel. C'est ça, et vous jouez quand même aussi sur la carotte et le bâton, puisque ce qu'on voit dans le programme que vous avez signé effectivement avec Madeleine Juppé et Sarkozy, c'est l'idée qu'on va s'occuper, moduler la rémunération et la carrière des enseignants en fonction des besoins et de la réussite. Ça veut dire quoi ça concrètement? Ça veut dire qu'on va enfin envoyer le prof d'Henri IV en banlieue parce qu'on aura plus besoin de lui là. Ça veut dire qu'on va payer davantage les profs de maths parce qu'on n'en a pas, qu'on va payer davantage les profs à Lille parce qu'ils ne veulent pas y aller? Par exemple, oui. Mais je veux dire simplement que il y a dans l'éducation une espèce de suicide organisé qui fait qu'aujourd'hui on ne trouve plus de profs. Vous le savez bien, il y a des matières entières où on n'arrive pas à remplir la moitié des places mises au concours. Les lettres classiques, la physique, les mathématiques, on ne trouve pas. Bien. Qu'est-ce qu'on peut faire?
on peut les mieux traiter. Aujourd'hui, un jeune prof du Sud-Ouest qui entre dans l'éducation nationale, l'ordinateur l'envoie à 800 km de chez lui et sur les classes les plus difficiles dont personne ne veut. C'est un système absurde qui fait que les moins formés, les moins expérimentés, ils ont à s'adresser aux élèves les plus difficiles. Combien de temps allons-nous continuer comme ça, à coups d'ordinateur et d'absurdité? Moi, je voudrais qu'on les traite mieux. Et naturellement, dans les traiter mieux, même si c'est révolutionnaire, il y a aussi un peu prendre en compte les réussites qui sont les leurs. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas. Les notations actuelles, elles sont bidons, elles sont fausses, elles n'ont pas de crédibilité. Mais les notations actuelles, c'est un peu ça tout de même. On introduit le mérite à l'intérieur de la carrière. Comme vous le dites vous-même, elles ne veulent strictement rien dire. Voilà, alors nous sommes deux à le dire. Deuxième point, les mots magiques qu'on entend, et qu'on entend beaucoup dans votre camp, c'est effectivement, vous l'avez employé à plusieurs reprises, décentralisation. Oui. Vous croyez réellement que la décentralisation peut changer quoi que ce soit à ce monstre? Alors c'est vrai que l'éducation nationale, c'est plus d'1 million de salariés, c'est le quart du budget de l'État, c'est le deuxième employeur du monde après l'Armée rouge, mais avec cette différence énorme, l'Armée rouge décrute, l'éducation nationale continue à recruter. Oui. Mais vous croyez vraiment que la décentralisation, ça va changer quelque chose? Je crois qu'elle peut changer beaucoup, je ne pense pas qu'elle puisse tout changer. Et j'ai l'honnêteté de dire que parmi les systèmes d'éducation au monde, il y a 2 systèmes qui marchent très mal, le système anglais et le système américain, ils sont décentralisés tous les deux. Et un système qui marche assez bien, c'est le système allemand, il est décentralisé aussi. C'est donc, c'est pas la clé unique, la décentralisation. Cependant, il y a des choses qu'il faut décentraliser tout de suite. C'est pas la clé unique, mais c'est déjà un motif de conflit entre vous, puisque assis à la même place que vous, M. Séguin a dit l'autre jour, si on décentralise l'éducation nationale, c'est la catastrophe. Eh bien, je vais vous dire, vous lui poserez la question, Philippe Séguin pense exactement la même chose que moi et que ce qui est écrit dans ce livre. C'était pas très clair. Bon, alors et il le répète chaque fois qu'il peut, ce qui d'ailleurs me fait plaisir et me donne l'occasion de dire que j'ai aussi de la sympathie pour lui. Et donc, c'est fait. Bien. Donc, il y a des choses qu'il faut décentraliser tout de suite. Et qu'est-ce qu'il faut décentraliser tout de suite? En particulier, notre plus grand échec, c'est la formation professionnelle. Vraiment, cela est complètement en panne. Cela est un gravissime échec pour la France. Faisons confiance aux régions et aux entreprises. C'est d'ailleurs déjà un peu dans la loi, mais on ne le fait pas. Faisons-leur confiance, décentralisons cela tout de suite. Il y a quand même effectivement un certain nombre de cacophonies au sein de l'opposition là-dessus. Quand on lit le programme, de différences d'expression. Disons de différences d'expression. Quand on lit le programme du CDS, on voit effectivement, moi j'étais très surpris que le CDS propose, programme récent, c'est un document d'il y a 3-4 mois, que le CDS propose que le recrutement des enseignants du primaire et du secondaire soit redonné aux académies, donc décentralisé aux académies. Ce qui semble a priori à vous-même et à beaucoup de gens une folie totale. C'est en tout cas une grave imprudence pour les profs. Je crois que c'est un système auquel il faut beaucoup réfléchir, il ne faut pas le retenir. En revanche, il faut faire confiance aux académies tout de suite sur quelque chose. Pourquoi ne pas leur donner le moyen de recruter des auxiliaires ou des professeurs supplémentaires dont on manque parmi la société civile? Est-ce qu'on peut imaginer là-dessus? Je vais vous raconter une histoire. Dans un lycée à côté de Pau que j'aime beaucoup, il y a des professeurs de lettres qui manquent. À côté, porte à porte, il y a un très brillant professeur de la Sorbonne retraité et qui s'ennuie un peu. Pourquoi on ne demanderait pas accessoirement de bien vouloir faire quelques heures? Là-dessus, tout le monde est d'accord. C'est vraiment... Ah, tout le monde est d'accord, personne ne le fait. C'est interdit. L'éducation nationale, d'accord. C'est interdit, voilà. Non, mais vous avez plein de bonnes idées, d'où ma dernière question qui est en fait une devinette. Quelle est la différence entre un optimiste et un mort? J'ai dû écrire ça. Oui. C'est que le mort est un optimiste qui était un ancien ministre de l'Éducation nationale. Non, pas du tout. C'est pas ça votre réponse. Votre réponse, c'est que ce sont tous les deux des ministres réformateurs de l'Éducation nationale. Voilà, très bien. Alors, l'un c'était avant et l'autre après. Alors d'où la dernière question, vraiment la dernière. Je dirais, on sent que vous êtes passionné par ces sujets-là. On sent que vous aimez ça. Vous avez été enseignant. Est-ce que vous seriez prêt en mars prochain à aller au charbon et à avoir le courage politique de mettre en pratique tout ce que vous venez de dire? Je me suis fait une règle. C'est que, comme je connais au moins 3 ou 4 candidats par portefeuille ministériel disponibles éventuellement au mois de mars, je ne parle jamais de ces sujets, c'est beaucoup plus simple. Vous ne seriez pas le moins performant, a priori. Mais disons que, sans échéance, c'est un sujet, un dossier que naturellement j'aimerais
j'aimerais beaucoup, mais je ne pose pas ma candidature à quelque ministère que ce soit. Merci. Voilà, merci Benoît Praut. Alors c'était donc l'heure de vérité de M. François Bayrou, secrétaire général de l'UDF, peut-être, futur ministre de l'Éducation nationale. Rediffusion cette nuit sur France 2 à 1h40 et demain à 11h sur TV5 Europe. Prochain invité, l'homme qui au gouvernement s'occupe du dossier des négociations commerciales du GATT, M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'Industrie. On parlera d'agriculture, bien sûr, mais on parlera aussi des 14 autres dossiers qu'on oublie un peu dans les discussions. M. Strauss-Kahn a accepté de retarder de 24 heures son départ en Indonésie pour être présent dimanche prochain à l'heure de vérité. Et ce soir, dans le journal de 20h de France 2, M. Pierre Bérégovoy sur cette question du GATT. Dans 5 minutes, le journal présenté par Paul Amar. Bon appétit à tous et bon dimanche.